Bonjour à tous, merci et bienvenue à cette seconde édition d'ICONF organisée par CIU Magazine. Donc, l'objectif de cette réunion sur Zoom est de donner la parole à des acteurs du secteur du numérique pour comprendre comment la crise sanitaire a impacté notre vie et plus exactement comment le numérique s'est imposé comme une alternative aux contraintes sociales et professionnelles des individus. Donc, pour en parler, donc, nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir Madame Ndaïtike Ndiaye Diop, qui est ministre de l'économie numérique et des télécoms du Sénégal et porte-parole du gouvernement. Nous aurons également le plaisir d'accueillir notre ami Lassina Kone, qui est le CEO de Smart Africa, qui est basé à Kigali, que je vois. Et nous aurons également la possibilité d'accueillir deux partenaires, donc deux startups. Donc, ce sont des consortiums de startups de la diaspora qui se sont mobilisés pour la solution à cette crise. Je donnerai la parole pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont apporté comme solution. Donc, il y en a une qui s'appelle Ubu, qui est un consortium, plutôt, je dirais même francophone, qui est basé à la fois en Afrique, en France et au Canada. Et l'autre qui s'appelle Zumaniza. Ils nous diront de quoi il s'agit. Donc, c'est un collectif de partenaires qui accompagne donc, le changement de l'écosystème de la santé connectée en Afrique et dans le monde, donc avec des acteurs qui sont basés plus particulièrement à Bordeaux, à Marseille et à Nice. Donc, j'aurai le temps de leur donner la parole tout à l'heure pour qu'ils nous apportent des éclairages par rapport à ce qu'ils font. Alors, donc peut-être pour commencer, je donnerai la parole à Madame la Ministre en guise de salutation pour qu'ils disent bonjour à nos participants. Madame la Ministre, vous avez la parole. Bonjour, je dis Lansina et vous-même, Souley Mamadou Diallo, je voudrais vous remercier. Bonjour. Remercier de m'avoir invité à cette e-conférence qui a pour objet, je pense, de parler du Covid-19 et de la réponse digitale. Nos expériences ou notre expérience sénégalaise, mais aussi africaine et peut-être même expérience de la diaspora. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je sais que malgré un agenda très chargé, vous avez accepté de répondre à cette invitation. Merci beaucoup. Et je donne la parole à mon ami Lassina Kone, qui est le CEO de Smart Africa. Lassina, un mot de bienvenue. Oui. Merci beaucoup, Madame la Ministre, ma sœur. J'espère que tout va bien au Sénégal, ainsi que toute l'Afrique et tous les participants. Merci beaucoup, CIU Mag, par M. Diallo, de m'avoir invité à participer à cette conférence. C'est pour moi le grand plaisir de partager et puis d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre, de partager ces moments très cruciaux dans cette période très unique ensemble. Très bien. Merci, chers amis. Et donc, sans tarder, donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, si vous voulez bien, donc, nous allons répartir cet entretien en plusieurs parties. Donc, dans une première partie, nous allons parler des actions qui ont été menées. Donc, en toute urgence, quand on sait que la crise est venue bouleverser un peu l'écosystème qui ne s'attendait pas à une montée en puissance des tâches donc, dédiées au digital. Donc, il y a eu pas mal d'actions qui ont été menées donc, dans la dernière minute. Et donc, on a vu que le digital a été une réponse assez rapide pour les actions qui ont été menées. Et dans un second temps, donc dans une deuxième partie, donc nous allons parler de la mobilisation de l'écosystème du digital, notamment l'implication des startups et de l'écosystème de l'innovation, comment ils ont su apporter des réponses rapides à cette situation. Et dans un troisième temps, donc nous allons donner la parole à des startups que j'ai souligné tout à l'heure, donc nos amis de Humanzia, qui vont nous apporter donc, des éclairages par rapport à ce qu'ils font, et qui est un consortium basé entre Montréal, la France et l'Afrique, qui vont nous dire également ce qu'ils ont apporté comme solution. Et finir, donc nous allons tirer des enseignements par rapport à cette crise. Donc, est-ce que le digital va sortir renforcé de cette crise? Qu'est-ce que le digital va apporter par rapport à cette situation? Et nous allons tirer les enseignements sanitaires liés à cette situation et l'impact que le digital pourra apporter. Donc, si vous voulez bien, donc, nous allons peut-être commencer avec Madame la Ministre. Donc, au Sénégal, comme partout ailleurs, donc, on a vu l'ADIE et le ministère qui ont réussi à mettre en place un plan riposte avec des outils numériques pour coordonner des actions des ministères et des autres administrations centrales.
en si peu de temps, Madame la Ministre, comment votre ministère a pu mobiliser tout cet écosystème-là pour apporter des réponses concrètes à la situation sanitaire au Sénégal? Merci beaucoup. Mais vous me permettrez à l'entame de mon propos de saluer l'initiative, mais aussi l'élan, je dirais, la forte volonté politique du président de la République qui, dès le premier jour, c'est-à-dire le 2 mars, dès l'apparition du premier cas, a validé un plan de riposte sanitaire pour protéger effectivement et limiter la propagation du virus. Maintenant, pour ce qui concerne les éléments ou en tout cas les actions qui ont été prises, vous me permettrez à ce niveau aussi de saluer l'élan de solidarité qui a prévalu dans ce secteur et dans les autres secteurs. Pour ce qui concerne le numérique au Sénégal, dès les premières heures, il y a eu des initiatives, un peu éparses dans un premier temps, mais coordonnées à travers une réunion qu'on a pu tenir pour réunir l'essentiel des acteurs et leur apporter le message du chef de l'État. Je pense que de ce jour, à partir de ce jour, nous avons pu mettre en place une plateforme, je dirais même une coalition dénommée DAN COVID-19, c'est-à-dire riposte digitale, vaincre le COVID-19. Et cette plateforme a permis de mettre en place, je pense, des solutions, beaucoup de solutions. Il fallait d'abord s'inscrire. Cette plateforme aujourd'hui prend, je crois, compte au moins, d'après les informations que j'ai eues ce matin, 500 personnes qui réfléchissent aux 500 personnes. Nous sommes partis de 100 personnes pour arriver à 500 personnes. C'est plusieurs solutions. Des solutions d'abord qui vont dans le sens de trouver une riposte sanitaire en relation avec le ministère de la Santé. Je crois qu'il y a plusieurs applications qui ont été développées et nous avons des applications pour gérer les médicaments, des applications pour gérer les malades, les suivre, le tracking, ça aussi pour suivre les contacts en suivant leur parcours. J'ai parlé tantôt des médicaments, des lits, en un mot, un système d'information basé sur le numérique qui permet au ministère de la Santé de pouvoir gérer de façon plus efficace en faisant en sorte que les procédures soient améliorées et soient plus efficaces. Ça, c'est ce qui a été mis en place. Je crois qu'à ce niveau, il faut saluer vraiment la coopération et la collaboration des opérateurs. C'est aller plus loin. Je pense que dans le domaine de la communication, dans le domaine de la sensibilisation, les acteurs de l'écosystème ont beaucoup fait à travers la télévision, mais à travers les SMS, et ainsi de suite. Mais il y a aussi eu un développement de la bande passante qui a été augmentée parce que vous savez que dans ces conditions de confinement, la demande en Internet est une demande assez forte et il a fallu aller dans ce sens pour permettre non seulement une sécurisation du réseau, de la communication, mais aussi et surtout la disponibilité et la qualité. Et je pense pour permettre de continuer le travail. Mais je pense qu'il y a un outil fondamental aujourd'hui que les gens n'ignoraient pas, mais qui était en latence quelque part, qui était utilisé et par des gens du milieu, mais qui n'étaient pas très connus. Je veux parler du télétravail. Aujourd'hui, le télétravail est devenu un outil, je ne dirais pas commun, mais utilisé par la majorité des Sénégalais, aussi bien au niveau de l'administration avec l'ADE. Il ne faut pas oublier aussi l'autorité de régulation. C'est utilisé au niveau de la, je dirais même presque systématique. Vous avez dû suivre les visioconférences. Notre conseil des ministres maintenant c'est fait avec le télétravail en visioconférence. Et ça a permis de voir l'utilité quand même du numérique. Au niveau aussi du privé, depuis le confinement, le travail s'est fait, vous avez bien vu à travers la presse, même la presse l'utilise, c'est la visioconférence. Tout cela a permis
d'aller dans le sens de la continuité du travail. Et au niveau aussi de l'enseignement, de l'éducation, le télé-école ou le télétravail est utilisé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites et basées sur la créativité, mais aussi sur les initiatives et sur le bénévolat. C'est très important. Voilà, donc ça, c'est au plan riposte digital. Et nous avons une autre contribution, une contribution du secteur privé, mais aussi de l'administration de l'écosystème en numéraire. Nous avons des services à ce niveau aussi, de contribution en nature, en service, en mettant la disponibilité, comment dirais-je, en rendant disponibles les services dont je viens de parler. Fait qu'aujourd'hui, vraiment, il y a des produits qui sont développés, le tarif de l'Internet a baissé, et vous savez que nous avons une couverture aujourd'hui d'une pénétration Internet à hauteur de 74%. Oui, donc il y a le mobile money et il y a aussi l'accès au mobile qui passe à 110%, plus de 110%. Ces conditions sont réunies et ont permis quand même aux acteurs de l'écosystème de développer beaucoup d'outils, des applications. Et ces applications, ces outils sont mis au service du ministère de la Santé, qui participe d'ailleurs, il y a beaucoup de médecins qui sont dans la plateforme et qui participent à cette réflexion. Très bien. On aura l'occasion de revenir plus en détail sur ces dispositifs qui ont été mis en place, notamment sur la rapidité de mise en place, combien de temps ça a pris. Donc, on reviendra plus en détail sur tous ces aspects-là. Et donc, peut-être je vais me retourner du côté de Lassina Koné depuis Kigali, qui va nous parler au vu de l'exposé de Madame la ministre. Est-ce que c'est une tendance qu'on voit de façon globale sur le continent africain en tant que CEO de Smart Africa, vous qui avez une vision globale de ce qui se fait sur au moins 30 pays que l'Alliance Smart Africa couvre aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été fait? Merci beaucoup de m'avoir invité. Et effectivement, c'est que Son Excellence, Madame la ministre, vient de dire, je vois que c'est la tendance en Afrique en général, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique de l'Est ou bien en Afrique centrale ou bien en Afrique du Nord ou bien en Afrique du Sud. Mais pour information, le Sénégal a été l'un des pays, les premiers pays dans Smart Africa. Vous savez, le 25 mars passé, le Smart Africa a lancé un appel à projet pour répondre pour une solution technologique par rapport à Covid. Sénégal et on avait demandé aux pays membres de Smart Africa de nous donner un point focal. Le Sénégal a été le premier pays africain qui a déjà envoyé, un courrier à Smart Africa en désignant quelqu'un avec qui nous pouvons discuter, qu'il y avait le besoin partout africain. Mais ce que nous voyons aujourd'hui à tous les niveaux, on peut s'apercevoir que vraiment la maîtrise de la technologie et la capacité à s'en servir donne un avantage réel dans cette crise. On voit dans le cadre en Afrique de l'Ouest du Sénégal, l'ADU qui faisait un peu très dynamique et très fantastique. Pour information, vous savez que c'est le Sénégal qui est le champion au niveau du Smart Africa dans le projet phare de la stratégie de broadband. Ça fait un, et puis il vient de prendre encore le leadership au niveau de protection des données personnelles. Donc, le Sénégal fait beaucoup de choses, surtout dans le domaine numérique. Mais ce moment précis de Covid a permis vraiment d'accélérer beaucoup de choses, beaucoup de chantiers, beaucoup de projets qui étaient dans les tiroirs, certainement, que l'homme ne voyait pas que c'était un service essentiel. Ça a vraiment boosté cet environnement. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, certains pays qui ont la faculté de traiter les données et les utiliser montrent clairement une capacité d'adaptation et un avantage salvateur face à la crise coronavirus. Poussant l'admiration et vraiment au fatalisme des autres. Donc, c'est ainsi que les États qui ont utilisé dès le début la technologie et les données à bon escient montrent qu'une facilité et déconcentrer, par exemple, et limiter la progression de la maladie. On voit le cas de Corée du Sud ainsi que Singapour et aussi Taïwan. C'est ce que j'ai à dire en ce moment comme introduction.
et on va aborder le reste des questions. On va revenir plus en détail sur les actions que mène Smart Africa pour accompagner donc, cette dynamique, notamment dans les différents pays, notamment avec le concours de start-up que vous avez lancé et la finalisation qui s'en sort. Je me retourne du côté de Madame la Ministre. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire réellement que le digital est un catalyseur pour faciliter la continuité des activités? Vous l'avez souligné tout à l'heure dans votre propos en disant que de façon spontanée, tout l'écosystème s'est mobilisé, que ce soit du côté du public que du côté du privé, pour apporter des réponses, donc la riposte. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut définitivement dire que le digital est une réponse, est un catalyseur pour accompagner donc, cette continuité des services? Merci beaucoup, M. Diallo. Je voudrais préciser, avant de, peut-être vous le permettrez, avant de répondre à votre question, qu'aujourd'hui, l'apport du secteur dans le domaine est évalué à 4 milliards 49 millions de francs CFA à la date d'aujourd'hui. Mais cet apport va continuer. D'ailleurs, on me signale d'autres enregistrements de contributions financières et en nature. C'est le secteur est mobilisé. Et c'est là qu'on fait. Je pense que dans le cadre du Sénégal, du plan Sénégal émergent, qui avait pris comme levier le secteur du numérique pour booster ou transformer l'économie sénégalaise de manière à atteindre l'émergence. Il a aussi dans son programme quinquennal 535, il avait choisi le numérique en troisième initiative pour booster l'économie. Cela veut dire tout simplement qu'il avait vu juste. Et qu'aujourd'hui, le numérique, en tout cas le secteur, est en train de effectivement servir de catalyseur. Cette transformation digitale dont on parlait depuis est aujourd'hui, je dis, une réalité et qui commençait à travers le numérique. La pandémie aura, je pense, le mérite de faire prendre conscience à plusieurs personnes, je dirais, ou à la majorité, du rôle essentiel, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Lancinet, le rôle essentiel que joue ou que pourrait jouer le secteur du numérique dans le développement économique et social de nos pays. Il a une coïncidence malheureuse. Comment dire? Alors, donc, il a prouvé, ou le secteur l'a prouvé en permettant aujourd'hui. Imagine le secteur aujourd'hui, ou l'économie même, je dirais, mondiale, sans le numérique. Comment continuer le travail? Ça permet aujourd'hui de laisser les gens à la maison, de les confiner et de pouvoir continuer le travail. C'est un mérite. Ça a pu aussi développer l'initiative. Je pense que la créativité, les besoins ou le potentiel qui était latent et il s'est réveillé à cause des besoins aujourd'hui qui sont dictés par cette pandémie. Donc, l'Afrique est devenue, a prouvé son génie, je crois, créateur, a montré. L'Afrique est en train de montrer aussi sa capacité de résister à travers le numérique, je dirais. En témoignent les deux réunions. Je les prends à titre d'illustration. Le 22 et le 23 de ce mois, les chefs d'État se sont réunis à l'échelle de l'Union africaine et à l'échelle de la CEDEAO. Mais c'est grâce au numérique que ça s'est passé. Nous avons aussi les réunions des ministres des Finances avec, entre eux, au niveau de l'Afrique, mais aussi avec les institutions bilatérales, les institutions multilatérales, ce qui a permis aussi de mobiliser des fonds pour aider. Aujourd'hui, il y a l'Internet des objets qui est utilisé pour aussi au Sénégal. Je pense que pour dans le domaine du lavage des mains et autres, nous avons eu beaucoup d'exemples. Oui, le numérique est un catalyseur. Tout
Tout à l'heure, vous avez évoqué une enveloppe de 4 milliards pour couvrir les dépenses liées justement à ces besoins liés au numérique. Comment vous avez pu mobiliser ces montants? Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal a les moyens de faire face à cette montée en puissance de ces réseaux justement liés à cette crise sanitaire? On a évolué en termes de numéraire, je pense, et services et en nature, ça fait 4 milliards 49 000 francs CFA. Pour le moment, ce montant va continuer parce qu'il y a d'autres apports. Mais ça, c'est que dans le domaine. Très bien. Oui, la première initiative qui a été l'initiative du chef de l'État qui a créé le fonds Force COVID-19 pour un montant de 1 000 milliards de francs CFA qui sont presque bouclés. Tout ça pour une riposte. Très bien. Je me retourne du côté de la Sénéconé, CEO de Smart Africa. Vous avez entendu donc les apports du Sénégal par rapport à ce domaine. Vous avez dit tout à l'heure que le Sénégal était le point focal pour tout ce qui est infrastructure et au début, je crois. Aujourd'hui, oui, broadband, voilà. Il y a ce point de montée en puissance, parce qu'aujourd'hui, les réseaux n'étaient pas suffisamment calibrés pour faire face à cette montée en puissance. Et nous sommes confrontés à cette réalité nouvelle qui fait que voilà, il y a une réalité qui est là, qui fait que les gens sont confinés et doivent recourir au travail à distance avec plus de capacité. Quel est le retour que vous avez par rapport à ça dans les différents pays que couvre Smart Africa? Bon, merci beaucoup. Il faut d'abord, pour commencer, disons, il faut savoir qu'en Afrique, par rapport à la connectivité de la grande bande passante, l'Afrique, ça représente aujourd'hui 34,5% des pénétrations par rapport à broadband. Donc, les 34,5% des pénétrations par rapport à 1 milliard 200, 1 milliard 300 millions, ça dépend. Donc, depuis l'année dernière, en 2019, Smart Africa, avec le leadership du Sénégal qui est champion du groupe de travail qu'on appelle de Broadband Strategy, ensemble avec les autres pays membres de Smart Africa, ainsi que aussi l'industrie du secteur privé, nous avons mis en place un groupe de travail qui a d'ailleurs même début du mois d'avril, nous avons eu la dernière réunion pour boucler l'étude qui devait être présentée à Barcelone, Mobile World Congress, et on n'a pas pu finaliser là-bas. Et ça, c'est que pour nous, pour pouvoir avancer d'un point 34,5% à 50% d'ici en 2025 en matière de broadband connectivity, il y a certaines recommandations que je pourrais certainement partager avec vous, qui est sortie de cette étude. Cette étude qui montre d'abord, vous connaissez très bien ce que nous appelons le fonds universel, le fonds des services universels qui est collecté aujourd'hui au niveau de la plupart des pays africains. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une stratégie d'accélération, c'est-à-dire, et on a vu les pays, depuis le mois de mars, la plupart des pays africains, ils ont passé des lois, ils ont passé d'abord le couvre-feu, ils sont en état d'urgence. Pour cela, la réglementation par rapport aux régulateurs des différents pays ont beaucoup facilité les choses, par exemple l'utilisation de certaines fréquences et puis même laisser tomber carrément les charges dues aux services liés à télééducation et télétravail, ainsi de suite. Donc, nous avons vu ça. Donc, il y a vraiment toute une dynamique, toute une recommandation, toute une dynamique partant même du Broadband Commission des Nations Unies, l'UET Nations Unies qui est représentée par UNESCO, ensuite repris par Smart Africa. Ces recommandations sont suivies et nous voyons au niveau du Sénégal, au niveau du Kenya, au niveau de l'Afrique du Sud, un engouement à tous les niveaux. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a, par exemple, une loi qui est sortie, par exemple, au Rwanda ici, et puis en Côte d'Ivoire, je pense, à la mutualisation des infrastructures passives. Par exemple, les ISP, les fournisseurs d'accès d'Internet, ils attendaient de faire les fibres par terre. Alors, il y avait des opérateurs qui attendaient différentes autorisations pour pouvoir faire, par exemple, les fibres par air.
Donc, on facilite tous ces trucs-là pour pouvoir vraiment accélérer la pénétration de la viande croissante sur le continent africain. Donc, il y a vraiment un mouvement. Très bien. Donc, c'est un mouvement qui est incontournable, donc qui est aujourd'hui irrévocable, si je comprends bien. Et je pense qu'on va vers le tout digital à la sortie de cette crise. Donc, on en parlera tout à l'heure dans les enseignements. Je sais qu'également, s'il y a un secteur qui est très dynamique, c'est l'écosystème des startups et de l'innovation qui ont brillé par leur ingéniosité pour proposer des solutions nouvelles et des applications nouvelles pour apporter, donc, en partenariat avec le ministère de la Santé, pour apporter des solutions. Madame la ministre, comment aujourd'hui vous analysez l'engouement de ces startups-là autour des solutions pour arriver à bout de cette pandémie? Merci beaucoup, Mamadou. Je crois qu'il y a d'abord le travail formidable qui est en train d'être fait à travers Smart Africa. C'est le lieu de saluer ce travail et de féliciter mon frère Lansina pour tout ce qu'il a dit. S'agissant des startups, je crois que il faut dire que leur apport ou leur contribution dans l'innovation est reconnue de tous aujourd'hui. Ils sont en train de faire un travail incommensurable. Avant la crise, ils faisaient ce travail, mais pendant la crise, ils sont en train de faire encore de plus de dynamisme et de créativité. Vous savez que le Sénégal est l'un des rares pays qui a élaboré une loi, d'ailleurs, qui a été promulguée, la loi sur les startups, pour permettre d'avoir un environnement meilleur et de pouvoir développer leurs talents. Nous avons aussi un système de financement de ces startups à travers la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, qui est la DER, initiée par le chef de l'État, bien entendu. Ces startups font de leur mieux. Nous avons une association aujourd'hui qui regroupe au moins 50, mais il y a des startups qui ne sont pas affiliées et qui font un travail formidable. C'est ainsi qu'on a pu avoir ou des applications, je dirais, des solutions en ce qui concerne la gestion hospitalière, la gestion du personnel médical, la gestion des malades, la gestion des médicaments, mais aussi le suivi des contacts et la formation à distance, c'est-à-dire le renforcement de capacité du personnel médical, les médecins et autres. Donc, tout ce travail est en train d'être fait par les startups. C'est le lieu de les saluer et puis de les féliciter pour leur contribution significative dans ce combat, qui est le combat contre le virus appelé communément COVID-19. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je sais qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été menées à ce niveau-là et donc on aura l'occasion d'y revenir en donnant la parole à la diaspora qu'on oublie souvent, mais la diaspora s'est beaucoup mobilisée également pour apporter des solutions dans ce cadre-là en mettant en place donc, des consortiums à l'international pour apporter donc, des réponses à cela. Donc je sais qu'à ce niveau-là également, Smart Africa a mis en place quelque chose de formidable pour accompagner donc, cette dynamique. Monsieur Lassina Koné, donc je sais que vous avez dû recevoir pas mal d'initiatives qui viennent de partout. Comment vous avez pu gérer cela et apporter en temps record donc, des réponses et un concours qui permettrait donc de stimuler l'innovation à l'échelle du continent? Merci beaucoup. Dès le début, le mois passé, nous avons lancé un appel à projet pour nos startups en Afrique et puis aussi au niveau de nos partenaires au niveau national. Sur 305 propositions de projets pour prendre un COVID qui part de assessment, faire un personal assessment basé sur la réglementation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que vous avez lâché un peu jusqu'à au niveau si vous faites la maladie? Et nous avons reçu 305. On est passé avec un micro. D'accord. Donc, on est passé de shortlisting. Aujourd'hui, on est en phase 4. Donc, aujourd'hui, on se trouve avec une compagnie finaliste de 305. Donc, vraiment, la compétition était très, très dense. Et normalement, dans les 3-4 jours à venir,
nous allons d'abord, au début de la semaine prochaine, nous allons demander une réunion avec le conseil des ministres d'économie numérique de Smart Africa, inclus ma sœur, la ministre du Sénégal, Mme Diop, pour présenter pour une orientation et aussi pour pouvoir adopter une liste et que nous choisissons des solutions pour accompagner les pays africains. Nous voyons, vous te dit que et vous serez très surpris de savoir que les 5 finalistes, il y a évidemment des startups africains qui nous ont vraiment épatés en matière de solutions. Très bien. On aura l'occasion de peut-être rentrer dans les détails tout à l'heure. Donc, si vous le permettez, bien sûr. Je vais donner la parole à deux startups que je vais partager l'écran pour que vous puissiez voir de qui il s'agit. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran ou pas encore. Alors, donc, j'aurai le plaisir de vous présenter, je ne sais pas comment ça se prononce, Zumanzia, qui est porté par des Africains de la diaspora qui nous apportent des solutions vraiment innovantes et très rapides à ce niveau-là. Donc, qui est conduit par Nelly Diop et Cédric Atangana et Najib Boucheba, à qui je vais donner la parole pour qu'ils puissent apporter des éléments par rapport à cela. Donc, je passe la parole sans tarder. Donc, une fois après cette entreprise, donc, je donnerai la parole aussi à la startup Ubu, qui est basée à Montréal. Une partie est basée à Montréal, une autre partie en Afrique, notamment au Rwanda et en France, je crois. Voilà. Donc, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez apporter des éléments de réponse et nous présenter vos solutions. Je vais commencer par la solution portée par nos amis de Zumanizia. Vous avez la parole, Nelly Chatu, Cédric Atangana et Najib Bouchiba. Très bien. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc, Nelly Chatu et Diop, aujourd'hui, je vais présenter le collectif Zumanisa. Ça se prononce très simplement Zumanisa. Donc déjà, je vous remercie, Mohamedou, de cette invitation. Nous sommes très contents, Naji, Cédric et moi, de présenter notre initiative. Merci à Madame la Ministre et à Monsieur Koné, très intéressant. Tout ce que vous avez dit, finalement, entre en résonance avec l'idée du collectif et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais essayer de partager mon écran parce qu'on a préparé quelques… Alors, il faut que j'enlève le mien. Ah, bon, ben, c'est pas grave. Elle a limite… laissons ces discussions qui a la beauté d'être informelle et peut-être sera plus intelligible que de vous forcer à suivre des slides. Tu peux partager, Nelly, ton écran si tu sais. D'accord. Tu peux partager ton écran. J'essaye, mais je n'y arrive pas trop. Voilà. Il y a un petit souci, donc j'essaie de trouver le… Je ne sais pas quel mandat c'est les contraintes du direct. Oui, exactement. J'ai pas mal de fenêtres ouvertes. Lorsqu'on a fait son conseil des ministres de la visioconférence, il était heureux et jubilé pour un outil demandé à l'extérieur. Je vous ai perdu. Nelly, je peux l'ouvrir pour toi et tu me diras next. Ouais, s'il te plaît. Fais ça. Allez. Parce que là, j'ai un peu de bâtard. OK. Mais tu m'as jamais reconnu. Vous voyez mon écran? Oui, je mets en mode présentation. Oui, c'est bon. OK. Allez, Nelly, tu peux y aller. Très bien. Donc, l'idée du collectif, on s'est mis ensemble pour répondre effectivement à la problématique, à la pandémie, mais aussi et surtout pour anticiper les prochaines crises. Donc, Zumanisa, notre vision, c'est de renforcer
le lien entre les hommes. Non, non, c'est pas grave. Next, Cédric. Oh, j'ai toujours entendu. Non, je l'ai même fait parce que j'ai utilisé un autre outil. Bon, Mamadou, vous pouvez mettre en mute tout le monde, comme ça va permettre par la suite d'activer ceux qui veulent parler. En mettant en mute tout le monde, ça éteint le micro de la personne qui parle. Mais c'est pas grave, après, il pourra se réactiver. Tout à fait. Il faut plutôt vous pouvez me dire comment le faire? Je ne vois pas la touche. Ok, pas du tout familier. Allez, continue, Nelly. Donc, on veut contribuer et aider, on veut contribuer et assister les gouvernements, notamment en Afrique et Madame la ministre l'a plusieurs fois souligné l'ingénuité de nos écosystèmes locaux, de nos startups locales. Donc, l'idée, c'est de contribuer par ce collectif à cela. Next. Donc, nous avons mis en place ce qu'on appelle les effets de la pandémie, elles sont connues. Donc, next, Cédric, pour aller très vite, ce qu'on a mis en place. Donc, nous avons mis en place ce qu'on a appelé une caravane de l'innovation. Et là, je vais faire le focus sur une solution en particulier, sachant que notre collectif fédère plusieurs solutions numériques qui adressent justement toutes les problématiques santé. Donc, ces solutions qu'on a conçues, comment nous est venue l'idée, c'est en regardant un fait divers en début avril sur une saisie phénoménale de médicaments contrefaits, notamment de chloroquine et d'antibiotiques censés aider à la lutte contre la pandémie au Cameroun. Et du coup, ça a fait écho avec les statistiques qu'on a déjà toutes en tête. Donc, au niveau mondial, 15% des médicaments contrefaits, à peu près 1 million de morts dus à la consommation de ces médicaments-là. Et en Afrique, ça peut représenter plus de 50%, étant donné qu'il y a énormément d'achats de médicaments dans le milieu informel. Donc, on a pensé à une solution qui s'appuie sur la blockchain, donc pour sérialiser les médicaments et pour assurer la traçabilité de ces médicaments-là sur toute la chaîne registrée. Je m'explique. Ça veut dire que votre solution, en partenariat avec les gouvernements et les laboratoires sur place, on crée des identifiants uniques, même s'ils n'existent pas de facto par les laboratoires, dans le système. Et ensuite, quand les médicaments arrivent au niveau des pharmacies, au niveau des hôpitaux, et même chez le patient, ils peuvent, juste avec la saisie du code du médicament et du nom du médicament, pouvoir vérifier en temps réel si le médicament est authentique ou alors s'il est inconnu. La blockchain nous permet, dans cet écosystème, dans cette solution numérique, justement par des procédés cryptographiques innovants, d'assurer l'impossibilité de modifier a posteriori un médicament qui aurait été enregistré. Et l'autre solution aussi, et c'est la particularité finalement de la vision du collectif, de s'ancrer profondément dans le contexte local, elle est interopérable avec tous les systèmes qu'on a pu rencontrer jusqu'ici. Et ce qui est marquant, c'est le fait qu'on n'a pas voulu finalement designer la solution parfaite, on a voulu designer une solution adaptée aux besoins. Et c'est pour ça qu'on travaille en co-construction avec des partenaires locaux, notamment l'ANRP au Burkina, on a des échanges avec le Niger, avec l'Algérie, avec le Cameroun, pour l'implémentation rapide, sur le terrain et vérifier en temps réel que ça répond aux problématiques de pharmacovigilance, de surveillance de la contrefaçon par les autorités sanitaires de chaque pays. Super. Merci beaucoup, Nelly, pour cette présentation. Rien. Je pense qu'on a épuisé les 5 minutes de présentation. Merci beaucoup. Donc, je vois que c'est un collectif des jeunes, plutôt de la diaspora, qui sont mobilisés de Marseille en passant par Nice, la région parisienne, etc. Donc, une très belle initiative pour apporter des solutions, des réponses à cette problématique qui nous préoccupe. Merci Nelly pour cette présentation. Donc, je demanderai à Madame la ministre et à la Sénéconais d'apporter une réaction là-dessus. Mais auparavant, donc, je vous invite à écouter la deuxième présentation qui sera faite par Maudit Ouribari et Bertrand Gauthier et Fabrice Vassenat, donc, qui ont constitué un collectif sur les trois continents.
de façon à apporter des réponses sur cette crise qui nous préoccupe. Donc, je donne la parole à Mody Ouribari, s'il peut activer son micro. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, monsieur Diallo, pour cette opportunité. Merci à Madame la ministre et merci à Monsieur Koné. Ubu est justement né de l'initiative de l'appel à projet de Smart Africa. Donc, on a commencé à faire un brainstorming, puis on a essayé de mettre en place une solution qui peut non seulement faire de la prévention, mais aussi faire du suivi, parce qu'on prend en considération que les solutions, les médecins ont déjà beaucoup de subventions de la part des différents gouvernements. Donc, si on part directement au niveau de la présentation, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Excellent. Donc, moi, je me nomme Mody Ouribari, je suis président du consortium des professionnels africains de l'informatique. On a mon partenaire Bertrand Gauthier, qui est cofondateur de Do It Technologies, qui vient avec une solution éprouvée qui s'appelle Oscult. On a Fabrice Vozena, qui est docteur, qui est médecin en soi, qui a fait une solution assez innovatrice qui s'appelle MyAngel, qu'on va justement vous présenter à l'issue de cette courte présentation. Rapidement, Ubu, c'est quoi? Ubu, ça vient du Kinyarwanda, ça veut dire maintenant. C'est-à-dire qu'il faut faire une action maintenant qui permet de répondre de manière correcte face à cette crise-là. Donc, il y a une solution numérique. S'il y a deux choses à retenir par rapport à Ubu, c'est solution numérique et puis équipements médicaux éprouvés. Si on commence par les solutions numériques, on a un formulaire d'auto-évaluation. Le formulaire d'auto-évaluation permet de faire un assessment du risque individuel pour une prise de décision, tant au niveau pays qu'au niveau régional, parce que les données qu'on capte sont fiables. Dans un deuxième temps, on a intégré un chatbot qui s'appelle Penda. Penda, c'est un nom qui est couramment utilisé justement en Afrique de l'Est. Et ce chatbot permet non seulement de répondre à des questions, donc il peut avoir plusieurs langues et puis on peut faire des inputs de données tant du niveau vocal qu'en écrivant. Il permet aussi de référer aux gens aux tests de proximité. La troisième partie qui est, disons, le clou au niveau de la solution numérique, on parle de tableau de bord. La particularité de ce tableau de bord-là, c'est que vous avez des alertes qui sont envoyées à la santé publique de manière fiable. Le terme fiable est très important parce que la qualité de données au niveau de l'analyse associée à l'intelligence artificielle est importante. On a aussi un statut communautaire, donc on peut régionaliser et puis on peut même faire la signalisation et faire un suivi des traitements. Ça termine la première solution qui est le numérique. Maintenant, les équipements pour le suivi. Pour les suivis, nous avons Oscult. Oscult, c'est un outil qui permet de manière portable de faire de la radiographie des poumons et qui permet justement, grâce à la télémédecine, d'avoir accès à des zones rurales qui sont plus éloignées et prendre en charge des patients. Et la dernière composante de notre solution, c'est MyAngel. Donc ça, c'est vraiment une surveillance qui permet, à partir d'une patch, d'avoir les signes vitaux sur une application dédiée. Et ça permet de faire une prise en charge rapide des patients et en même temps désengorger les hôpitaux parce que nous savons que on parle souvent de maîtriser la courbe au niveau du COVID. Pour maîtriser la courbe, c'est permettre justement aux hôpitaux qui n'ont pas assez de lits de pouvoir satisfaire à la demande. Et ça, ce moyen-là permet de le faire. Donc, en dernier, comme Mamadou l'a dit, c'est vraiment une coopération internationale sur 3 continents menée par la diaspora africaine à travers le consortium des professionnels africains de l'informatique. Nous avons en Afrique Data System avec Nadia. On a aussi Shaka AI qui est dans l'intelligence artificielle au Rwanda. Nous avons au Canada ici Oscult. Et puis en Europe, on a Fabrice avec MyAngel. Donc, on a un site web qui va vous être fourni. Sans plus tarder, je vais enlever mon partage d'écran pour donner la parole à Fabrice.
Très bien. Assez rapidement, Fabrice, on vous donne la parole pour une petite présentation. Ça va aller très vite. Très Allez, bien. allez-y. Alors, j'ai partagé tout à l'heure, Madame la Ministre, tout d'abord, bonjour et merci pour votre accueil, votre prestation, votre présentation qui fut très intéressante, surtout très pertinente sur nos actions menées autour de Obu Solutions. Moi, ce que je voulais également évoquer, c'était la pertinence du produit, c'est-à-dire la simplicité d'usage. Aujourd'hui, si vous voulez, la complexité des systèmes hospitaliers, c'est que pour que le patient puisse être pris en charge, il faut qu'il se rende à l'hôpital. Et comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, il est une évidence qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse dématérialiser la partie médicale et la rendre accessible à l'extérieur de l'hôpital. C'est pour ça que nous avons conçu, en fait, si vous voulez, ce patch que vous pouvez voir cutané, qui se présente en deux parties. Donc, vous avez une partie à usage unique, une partie réutilisable, une partie à usage unique, qui va venir se coller, en fait, sur la poitrine. Et à partir de là, on va pouvoir mesurer en temps réel l'ensemble des signaux du patient et en même temps, directement, à partir d'une plateforme web, consulter ces patients directement au travers du réseau Internet. Donc, le gros avantage, il est double. Le premier, c'est qu'on va pouvoir protéger les soignants qui sont les plus exposés, qui sont face à la pandémie et qui, on va dire, sont les plus vulnérables et qui, dans un premier temps, doivent être pris en charge pour évaluer s'il n'y a pas de séroconversion, c'est-à-dire de contamination, pour éviter de contaminer l'équipe. Donc, le patch peut être présenté et utilisé pour ces équipes pour, justement, au travers de nos algorithmes d'intelligence artificielle, pouvoir suivre l'évolution de séroconversion sur ces personnes. De même, chez les patients, plutôt d'avoir cette recrudescence de personnes qui va venir dans les milieux hospitaliers, c'est de juguler, en fait, l'arrivée de patients en les dotant de ce patch et pour les patients les moins graves, leur permettre d'être suivis à distance tout en restant à domicile et éviter justement cette pandémie exponentielle qui est le résultat en fait d'une propagation rapide parce que les Le micro est coupé, Fabrice. Fabrice, tu es sur mute. Le micro est coupé. Il n'entend pas. Fabrice, peux-tu remettre le micro, s'il te plaît? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Vous m'entendiez avant? Pas du tout. Oui, donc, voilà. Donc, juste voilà, pour résumer, pour conclure, oui. Voilà, pour conclure, l'objectif est de juguler l'arrivée des patients dans des situations d'urgence, les maintenir à domicile pour voir dans une même qualité de prise en charge, et puis également, c'est suivre le personnel exposé pour éviter l'explosion de pandémie. Très bien. Merci beaucoup Fabrice, que je rappelle est médecin, qui nous a fait un bel exposé par rapport donc, à cette solution-là issue de la diaspora, donc, ainsi que la première solution présentée par Nelly, qui est des solutions issues de la diaspora et pour montrer que la diaspora s'est également mobilisée au-delà donc, des frontières de l'Afrique pour apporter des solutions pérennes à cette pandémie. Donc, peut-être un petit commentaire, Madame la Ministre, au regard de ces deux solutions qui vous ont été présentées. On va peut-être remettre son micro à Madame la Ministre. Ah. Le micro. Le son, oui. Le son. C'est bon? C'est bon, on vous entend. Donc, au regard de ces présentations, vous me permettrez de saluer l'initiative ou les initiatives de ces jeunes innovateurs de la diaspora, ces initiatives peuvent beaucoup apporter. Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et je veux dire que je suis en admiration devant tant de génie. Et donc, je ne peux que féliciter et dire que ce sont des initiatives qui sont utiles et qui pourraient profiter à l'Afrique aujourd'hui. Nous sommes au stade pas du patch pour le moment. Je crois que c'est quelque chose de très intéressant parce que ce que nous utilisons, c'est le numéro vert. Et là, on trouve les malades à la maison pour pouvoir faire le travail qu'il faut,
amenés en quarantaine. Mais avec ce système de patch, je pense que le personnel médical est bien protégé. Il y a aussi les solutions concernant le suivi. Je pense que là, c'est la traçabilité dans la gestion des médicaments. C'est très intéressant. Il y a des variantes ici au Sénégal et je crois que avec Madame Diop aussi, on a parlé de cette solution. Il faudrait que l'Afrique en profite, que la digitalisation de notre système de santé soit effective ou en tout cas soit une réalité. C'est le lieu de confirmer et par ces illustrations qu'il est possible avec la digitalisation d'avoir un meilleur système de santé et de mieux protéger le personnel soignant, de gagner en efficacité. Je pense qu'il y a la simplicité des procédures, on gagne en efficacité et on protège le personnel. Donc, c'est le lieu vraiment de saluer cette initiative et peut-être qu'en Afrique, on puisse, et pourquoi pas, il y a le directeur des télécoms qui est de l'autre côté, pourquoi pas intégrer, je pense, ces jeunes de la diaspora dans cette réflexion que nous sommes en train de mener au Sénégal et dans d'autres pays. N'est-ce pas? C'est fait par Smart Africa, qui travaille également dans ce cadre d'une alliance. Smart Africa a lancé un concours à ce niveau-là et plusieurs startups ont été justement sélectionnées. Donc, je pense qu'il y en a qui font partie de ce concours. Et je pense que le résultat apporté via ce concours d'innovation pourra bénéficier à tous les pays africains. Lassina Koné, si tu es là, je te donne la parole pour apporter un éclairage. Oui, merci beaucoup pour la présentation de ce que les startups viennent de présenter. Et pour vous, votre information, oui, effectivement, ils étaient membres, ils ont compétit pour trouver la solution pour Covid. Mais en dehors de Covid, c'est une solution qui intéresse à Smart Africa pour faire partie aux différentes batteries des solutions que nous proposons aux 30 membres pays de Smart Africa. Donc, si c'est possible, je souhaiterais vraiment rentrer en contact avec, surtout dans le cadre de télémédecine, télémédecine à distance, surtout dans la zone rurale, une fois qu'on a l'accès à l'île. Et puis surtout que nos hôpitaux n'ont pas vraiment la capacité adéquate pour accueillir tout le monde. C'est une solution qui intéresserait à Smart Africa de poursuivre au-delà de la réponse de Covid-19. Bien sûr. Merci beaucoup pour ce commentaire par rapport donc, à ces présentations que nous avons eues. Donc, nous allons rentrer dans la troisième partie de cette réunion donc, pour parler donc, des grands enseignements qu'on va tirer de cette crise que nous avons vécue aujourd'hui. La question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir est-ce que cette pandémie est une coïncidence heureuse pour booster l'économie numérique en Afrique? Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives qui ont été mises en place, mais il y avait des réticences, il y avait des résistances au changement de la part de certaines personnes. Aujourd'hui, la pandémie est arrivée, donc je dirais que c'est une coïncidence heureuse. Est-ce que vous partagez cet avis en pensant qu'au-delà de cette crise, le digital va être boosté grâce à cette pandémie? Donc, pendant que tu as la parole, l'enseignant, je te laisse répondre avant de passer la parole à Madame la ministre. D'accord. Au fait, c'est tellement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'expression s'adapter ou disparaître est encore plus vrai que jamais. S'adapter ou disparaître. Parce que ça, c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, avec la distanciation, la fermeture, les différents lockdowns des différents pays, les différents lockdowns du gouvernement, en Afrique en général, on avait des États qui étaient prêts en quelque sorte par rapport à la transformation numérique, notamment, je mentionne, il y a le Kenya, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'île Maurice, il y a le Rwanda, il y a aussi en Afrique de l'Ouest le Sénégal, mais tout a un différent niveau de dématérialisation. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, dans un pays africain, on peut s'asseoir à la maison et faire son casier judiciaire? La question reste posée. Est-ce qu'on peut rester à la maison aujourd'hui, faire un renouvellement de permis? La question reste posée. Est-ce qu'on peut rester à la maison, faire un extrait de naissance? Ça, c'est les services publics qui devaient être dématérialisés, dont nous prêchons en Afrique. En Afrique surtout, il y a plus de 10 ans maintenant, depuis que j'étais le conseiller spécial du président de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui,
Donc, le challenge se pose aujourd'hui à tous les niveaux. Sur la cybersécurité, sur la connectivité, sur les équipements smart devices, les équipements intelligents, sur les cloud services, sur aussi renforcement des capacités, sur les e-education, ça pose, c'est-à-dire ça bascule tout. Seuls les pays qui vont peut-être sortir un peu la tête, il ne suffit pas aujourd'hui d'avoir une plateforme seulement de télétravail. Mais est-ce que les services de l'État à la population, ce que nous appelons G2C, Government to Customer, est-ce que c'est en place? Et si c'est en place, c'est à quel niveau? Est-ce que les services de l'État par rapport aux entreprises, est-ce que les entreprises peuvent rester à la maison, faire leur impôt? Si c'est en place, c'est à quel niveau? Est-ce que télééducation, les écoles aujourd'hui, publiques ou privées, est-ce que nous avons mis des plateformes en place pour télééducation à distance? Si c'est en place, c'est à quel niveau? C'est ça qui va définir ce qu'on appelle survivability des pays. Très bien. Merci beaucoup, Lassina Koné, pour ces éléments d'éclairage. Je reviendrai vers toi tout à l'heure sur la dépendance de l'Afrique, parce que cette crise a démontré que l'Afrique est très dépendante à tous les niveaux et comment, à travers l'innovation, on pourra relever ce défi-là lié à la dépendance de l'Afrique. Donc, la question que je voulais poser à Madame la Ministre pour savoir, est-ce que vous êtes d'avis que cette crise du numérique est d'une coïncidence heureuse qui permettra de booster l'économie numérique en Afrique et justement lever certains points d'ancrage pour justement aller vers les services fournis aux citoyens. Madame la Ministre. Merci beaucoup. Je vous dirais que cette crise est certes une menace et une menace grave pour nos économies, mais elle est aussi une opportunité, il faut le dire. Une opportunité qui a permis je dirais, prise de conscience et qui confirme l'adage qui consiste à dire qu'il faut, je pense, c'est ensemble qu'on peut soulever des montagnes, mais aussi il vaut mieux prévenir que guérir. Ce sont deux adages que la crise aujourd'hui confirme. Et c'est à travers le digital, je crois que nous allons répondre à cela. Oui, les gens, nous connaissions peut-être l'utilité du numérique. Nous théorisions à l'époque, il y a quelques années, je crois, et même maintenant, on en parlait beaucoup. La télémédecine, oui. La dématérialisation, au Sénégal, nous avons 500 procédures à dématérialiser, nous avons des objectifs. Et pour ça, nous connaissons l'utilité. Mais je pense que c'est dans la vitesse est-ce que les pays ont péché plus ou moins. Et aujourd'hui, le numérique a permis, je pense que ce que nous faisons dans le cadre de la santé digitale et dans d'autres choses pour la continuité du travail et autres choses, tout cela réuni confirme l'utilité de cet outil qui est le numérique et ce que ça peut faire, jusqu'où on peut aller avec. Pour parler de rejoindre un peu mon frère Lancinet, oui, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, il faut faire le casier judiciaire en étant à la maison. Il faut faire le certificat, comment on l'appelle encore? De naissance. Il faut faire... Oui, tout ça, c'est possible. Mais c'est la vitesse à laquelle l'Afrique s'y met. Tout ça, aujourd'hui, c'est un enseignement. Hein? C'est un enseignement. Et je pense que l'Afrique peut regretter même de n'avoir pas brûlé les étapes. Mais avec le numérique, avec cette crise, plusieurs étapes vont être, je ne dirais pas brûlées, mais en tout cas vont être franchies pour atteindre l'objectif dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir la révolution numérique où on nous attend. Et je pense Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous avons beaucoup de questions qui nous arrivent via donc, les participants. Donc, nous sommes plus de 120 participants à ce forum. Donc, il y a d'énormes questions. Donc, je vais les synthétiser à la fin. Donc, une dernière question pour Lassina Koné que je vois n'est pas connectée concernant donc non, si, je suis connecté.
Tu es là. Donc, la question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport à la dépendance de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est une réalité. L'Afrique dépend énormément de l'extérieur, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan digital. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que le digital peut combler ce gap et permettre à l'Afrique de se départir de cette dépendance qu'elle a vis-à-vis des autres? Merci beaucoup. Je pense que cette dépendance n'est pas limitée seulement en Afrique, hein. Nous voyons aujourd'hui que les superpuissances du monde, qu'on pensait qu'ils étaient indépendants, ne sont jamais dépendants. C'est une réalité. La Chine s'est arrêtée, le monde s'est arrêté. C'est une réalité. Donc, ce qui s'applique à l'Ouest, ça s'applique aussi en Afrique. Mais l'Afrique a une chance. C'est la population jeune de l'Afrique du continent. Et la puissance de l'innovation, de la créativité que l'Afrique a. C'est ce qui aujourd'hui qui va faire que l'Afrique va s'en sortir demain. On peut le voir, hein, en fait. On est toujours en crise, mais nous verrons certainement que nous allons faire une conférence après la crise pour tirer les leçons. Pourquoi il y a un mois, dans toutes les prédictions de la propagation de la maladie en Afrique, pourquoi ça n'a pas été le chaos exactement comme ça a été dit il y a 40 jours? Donc, il y a une leçon à tirer de cela. Bien sûr. Donc, quand on dit la dépendance de l'Afrique sur l'extérieur, je suis entièrement d'accord. Mais cela ne s'arrête pas seulement à l'Afrique. Mais l'Afrique a une chance, cette dépendance peut être supportée par le fait que par la jeunesse africaine, qui a vraiment un dynamisme très puissant dans l'innovation et la créativité, pour nous préparer, par exemple, pour la quatrième révolution industrielle. Ça, c'est ce que j'ai ajouté. Très bien. Donc là, des questions arrivent à ce niveau-là en disant que nous devons prendre notre destin en main. C'est l'heure à sonner. Et je pense que le Covid est une chance pour nous d'aller vers cette prise en main de notre destin. Madame la ministre, est-ce que vous partagez cet avis? Une dernière question avant de conclure. Merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt. Je crois que c'est le moment pour nous de prendre notre destin en main. Et nous avons fait preuve, l'Afrique a fait preuve de créativité. L'Afrique a fait preuve de capacité de résilience. L'Afrique aujourd'hui a fait preuve aussi d'innovation dans ce cadre. Toutes les innovations qui sont aujourd'hui présentées et d'autres que nous ne connaissons pas pour le moment, qui sont, je pense, développées ailleurs. Il a dit tantôt, on a une population très jeune et qui dit jeunesse dit aussi innovation. Je pense qu'avec les stratégies, je crois qu'aujourd'hui, il faut s'en féliciter, il faut constater et s'en féliciter que l'Afrique est en train de faire preuve de capacité de résilience, mais aussi d'innovation, que l'Afrique a sa place dans ce concert, dans ce monde où on se bat et où je pense que les nations sont en train de se battre pour sortir de cette pandémie. Et je l'envisage et je le souhaite. Je souhaite qu'on en sorte très tôt, mais qu'on en sorte aussi, et comme dans toutes les pandémies, et qu'on en sorte, je pense, renforcée avec des adaptations encore beaucoup plus fortes au niveau de la digitalisation, certes, mais dans d'autres domaines, pour arriver à bout et de ce challenge, je dirais, ou de ce défi qui est tout simplement, je crois, le développement, l'émergence de l'Afrique. Il a dit, et je le répète, qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de classe, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de nation. Tout le monde est confronté, et je ne dirais pas au même niveau. Et dans ce contexte, je crois que l'Afrique est en train de se battre. Est en train de montrer ses capacités de résistance et pour pouvoir s'en sortir. Oui, j'y crois. À la fin, l'Afrique en sortira peut-être vainqueur. Très bien. Merci beaucoup, Madame la ministre, pour ces mots rassurants et qui jettent donc la prospective vers l'avenir. Donc, nous avons été vraiment ravis de vous accueillir, Madame la ministre, avec notre frère Lassina Koné pour cette deuxième édition de notre conférence
hebdomadaire que nous réalisons donc, avec nos partenaires de RFI qui sont connectés. Je pense qu'ils vont reprendre quelques éléments de cet entretien. Et vous pourrez également le retrouver sur le site de CIUMAG et sur le prochain numéro de CIUMAG qui va paraître prochainement. Nous aurons l'occasion de revenir très amplement sur ces sujets-là. Peut-être un mot de fin pour la Sénéconais avant de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la 3e édition donc, de ce panel. Lassina? Je n'ai pas entendu. Donc, le mot de la fin pour dire au revoir à nos participants. Oui, d'accord. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir associé. Et merci beaucoup de m'avoir associé à cette très belle conférence avec ma sœur, son excellente Madame la ministre du Sénégal, qui fait beaucoup de choses déjà pour le Sénégal. Le Sénégal qui est vraiment en position très favorable au niveau de l'Afrique de l'Ouest dans le développement des TIC en général. Ce que je peux partager avec l'audience est que bien que cela ne soit pas encore évident pour tous, mais pour ceux qui ont, par exemple, raté le train en marche, c'est-à-dire, on parle de la technologie, la crise du coronavirus marquera encore plus profondément le retard accumulé par certaines entreprises et même certains pays aussi dans la digitalisation et nécessitera des actions substantielles pour ne pas se diriger vers une perte drastique des clients pour les entreprises ou alors prendre du retard dans le développement. Donc, comme je disais tantôt, l'expression s'adapter ou disparaître est encore plus vrai qu'aujourd'hui. Seul éclairci au tableau, il n'est peut-être pas encore trop tard pour agir, mais réfléchir toute possibilité et ne pas rester à attendre immuablement les jours qui puissent, par exemple, qui passent dans l'espoir que les choses reviennent à la normale, puisque ce que nous vivons aujourd'hui, la réalité, soyons réalistes, rien ne sera comme avant. Hein. Et comme chaque crise, il y aura toujours, comme on le dit, hein, dans chaque crise, il y aura des conséquences peu heureuses pour certains et les cartes seront certainement potentiellement redistribuées. Ça, c'est ce que j'avais à dire comme conclusion. Ça va être le mot de la fin. Merci, cher ami Lassina Koné, pour cette analyse, cette brillante analyse que vous apportez. Madame Ndeye Tické Ndiaye Diop, ministre en charge du numérique et porte-parole du gouvernement, donc des télécommunications également. Merci pour ces éclairages et merci à toute l'assistance d'avoir participé à cette 2e édition du panel ministériel que nous accordons donc, dans le cadre du Covid. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 3e édition avec d'autres personnalités qui se joindront à nous pour apporter des éclairages de ce qui a été fait dans leur pays et donner la parole également à des startups à la fois locaux et de la diaspora pour échanger et partager leurs expériences. Merci à tous, merci à toutes et je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.